That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. Bon, comme d'habitude, à peu près une cinquantaine, oui, 45-50 minutes de dialogue, 3-4 questions avec vous, puis ensuite, ce sera à vous de travailler. Je vais avoir l'autre cuidance de t'appeler par ton véritable prénom, Quentin. Tu m'excuseras, hein, bien évidemment. Donc, Quentin, Marine, merci. D'être là. J'avais fait un live il y a quelques jours pour présenter le festival. Certains des intervenants étaient là pour nous expliquer pourquoi ils avaient choisi tel film. Vous n'aviez pas pu être là et c'est pas grave. Mais par contre, là, je vais en profiter pour vous demander ce film, qui est un film de 2011. Le cinéaste, c'est son second film. C'est quelqu'un qui a eu 20 ans dans les années 90. Ça se voit. Et on parlera de ça aussi après. Vous l'avez découvert quand ? À quel moment, ce film ? Et comment il s'inscrit, là je vais utiliser une phrase très officielle, mais en même temps ça parle aussi un peu de ça, ce film-là. Comment il s'inscrit dans votre propre histoire du cinéma, de la cinéphilie ? Okay. Oui, ça va, le micro fonctionne. Mais déjà, en fait, avant ça, je voulais vous remercier d'être présent, parce qu'en fait, comment est-ce qu'il s'inscrit dans ma vie ? Je pense que c'est vraiment un de mes films préférés. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à bouffer énormément de films de genre, et notamment du slasher. J'ai vraiment tout regardé, que ce soit vraiment les gros films, les classiques, les Halloween, Vendredi 13, etc., mais aussi les petites pépites un peu plus indépendantes et un peu plus fucked up. Donc c'est vraiment un moment où je me suis bouffé énormément de choses de ce genre-là. Et moi, je suis fan du teen movie en général. Vraiment, c'est un genre qui me parle énormément. Je suis fan, comme j'ai dit, du slasher, du néo-slasher. Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est le côté, comme je dis, mélange des genres, l'énorme référence à plein de trucs, à une culture geek, à une culture pop. On est tous les deux nés en, désolée, je suis belge, en 92 ou en 92. Donc vraiment, voilà, quand on regarde ça, on a l'impression de revenir un petit peu à notre année de naissance. Et on est des adolescents aussi des années 2000. Donc même toutes ces références à une culture hip-hop, à une culture geek des années 2000, mais je pense que clairement, ça nous parle. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. J'ai vraiment l'impression de revoir... je sais pas, tous des clichés aussi que j'ai pu vivre dans mon adolescence. Ça fait référence à plein de films que j'adore, Freaky Friday, La Mouche, il y a même une petite référence à Matrix à un moment donné. Donc voilà, c'est multi-référencé à plein de choses qui même me parlent aux années beaucoup. 80, il y a Breakfast Club, il y a Footloose. Ouais. Donc voilà pour moi. Alors moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est Marine qui m'a fait découvrir le film avec la sélection, donc j'ai découvert le film grâce à elle, et donc je l'ai revu là pour la deuxième fois aujourd'hui. Je l'ai forcé, clairement. Non, vraiment, la sélection en soi, donc moi, par rapport au cinéma d'horreur, donc je suis moins calé, on va dire, sur le sujet, mais je suis dans une phase de découverte, et surtout de sortir de ma zone de confort par rapport à tout ça, pour découvrir justement... ce cinéma, mais également beaucoup plus de cinéma indépendant. Donc vraiment, j'y suis allé, on va dire, à bras ouverts, parce que c'est vraiment le type de film où je me dis que c'est justement là où je peux apprendre des choses et voir un petit peu ce que ça peut donner. Et ça a été une très belle découverte, justement, et je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Parlons un peu du cinéaste. C'est quelqu'un... Avant de faire des films de cinéma, parce qu'il a fait des clips, mais aussi de la publicité, qui est une sorte de film, ça, on peut y revenir à ça. J'aimerais bien, parce que je suis persuadé, étant donné que vous êtes professionnel, que ce film-là, il avait fait un film précédent, Torque, alors il s'amuse même à le critiquer dans son propre film, ce qui est passionnant, mais est-ce que celui-ci donne vraiment un aperçu de ce qu'il a pu faire dans les clips, par exemple ? Son rapport à l'image, sa façon de découper, sa façon d'intégrer très vite l'idée. Pour chaque plan, il y a une idée. Est-ce qu'il y a un lien très fort avec ce qu'il faisait autrefois ? Alors, je t'avoue que j'ai pas vu tous ses clips. Je sais qu'il a si je ne me trompe pas, je pense qu'il a fait le clip de Toxic de Britney Spears, qui est quand même un clip, voilà, que tout le monde connaît et qui est aussi méga référencé.
Mais oui, il a un style qui est quand même très particulier, vraiment un style qu'on appelle un peu le style MTV, qu'on voyait très très fort dans Torque, qui est un énorme nanar. Vraiment, si vous l'avez pas vu, je pense que ça vaut le coup de le voir, mais avec des bières, des potes, et en sachant que c'est vraiment pas du bon goût. Là où vraiment il fait quand même un petit effort. Il y a une petite esthétique MTV, notamment dans le fait que je trouve dans le rythme du film et dans son côté quand même parfois un peu crade. Voilà, on aime bien le vomi ici apparemment. Mais voilà, mais je t'avoue que par rapport au clip, moi j'en ai pas vraiment vu tous ces clips, donc je sais pas vraiment aller plus loin là-dessus. Moi, je trouve déjà que ça se sent que c'est beaucoup plus personnel déjà comme film, parce que justement avec Torque, qui est une merveille du cinéma, où justement le réalisateur a dit qu'il s'est fait entre guillemets avoir par les producteurs, c'était sa première expérience au cinéma, et il disait qu'il n'a pas forcément eu toute carte blanche sur ce film. Et je pense que là, vu que c'est un cinéma c'est un film plus personnel, autofinancé, parce qu'il a pas mal participé au financement de ce film. Donc déjà, on sent qu'il a un petit peu plus mis la main à la pâte, et ça se ressent parce que le film fourmille d'idées. Il y en a trop, et c'est ça aussi qui fait le charme du film, c'est qu'il y a trop de choses en même temps, et bizarrement, ça se coordonne. Enfin, on trouve justement dans ce bordel une sorte de cohésion dans tout le truc, et c'est ça qui rend le film beaucoup plus enrichissant qu'il n'y paraît. Donc voilà, on aime, on déteste. Je pense que c'est soit l'un soit l'autre, parce que justement, c'est tellement radical comme proposition qu'on peut pas être entre les deux, je pense, parce que c'est vraiment assumé de bout en bout. Et justement, le côté clipesque, on le retrouve dans tout, que ce soit dans cette fameuse gestion de la lumière, dans ce montage, bien sûr l'utilisation de la musique omniprésente, c'est ses références aux années 90. Donc ouais, je pense que c'est un film qui est très personnel, et c'est vraiment le premier film, The Dilemma, mais vraiment c'est le moment où il s'est dit c'est bon, j'ai carte blanche, donc je peux faire ce que je veux en fait. Et c'est ça aussi que j'aime dans le film, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de ses idées, que ça marche ou que ça marche pas, au moins il y va à fond, il assume, et c'est ça qui rend le film vraiment chouette. J'avais juste ici en fait une petite citation. Donc Joseph Kahn a dit justement après avoir travaillé pour Torque et pourquoi il s'est barré par la suite. Réaliser un premier film pour Hollywood, c'est aussi excitant que la première fois qu'on va coucher avec quelqu'un. Mais travailler avec un studio, c'est découvrir que son partenaire sexuel est un catcheur de 200 kilos, je pense qu'il est mort, qui veut être le dominateur. Voilà, je pense que ça résume bien l'expérience un petit peu BDSM qu'il a vécue dans un premier temps. Et là, oui, comme le disait Quentin, on sent vraiment qu'il s'amuse. Et alors peut-être qu'il met trop, mais il met tout son cœur, il met toutes ses références, il va à fond, il met de la science-fiction, il met vraiment des scènes de teen movie, de son enfance ou son adolescence. Enfin, il s'amuse et ça se sent. J'ai juste peut-être une petite question ici, puisqu'on parlait du côté on l'aime ou on le déteste. Sincèrement, qui l'a aimé ? Il y a 5 personnes, ça va. On est quand même sur une bonne moitié, quoi. Ça va. Quand je t'entends en parler, tu vis le film, et c'est une question que je me posais pendant la projection, à savoir, parce qu'il y a un travail énorme aussi, normalement on va voir un film, on le vit effectivement, mais il y a des films, c'est un peu plus complexe que ça. J'ai l'impression que le cinéaste travaille beaucoup aussi, de par les plans, de par la manière aussi ne serait-ce que le générique, qui est assez intéressant, de la manière qu'il a aussi de construire ses plans. Il y a une interaction avec le spectateur, la spectatrice. Il y a quelque chose de très fort de ce point de vue. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'évident, de travailler chez Joseph Kahn. Est-ce que c'est un des aspects de son cinéma, d'avoir une espèce de... Il y avait parfois des projections de films dans les années 80, en odorama, où on pouvait... sentir ce que le personnage sentait, parce qu'il y avait des petits trucs qui étaient fournis, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup sur le côté interactif, et plutôt interaction avec le spectateur et la spectatrice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est cool, c'est que justement, avec ce genre de film, le spectateur est actif, dans le sens où, déjà, il y a bien sûr le fait de savoir qui est le tueur derrière tout ça, mais c'est surtout le côté easter egg, référence, et ça permet au spectateur de rester toujours attentif à ce qu'il voit. Donc avec toutes les références, la façon dont c'est coordonné, mais également tout ce qui se passe en arrière-plan, parce qu'il y a pas mal de blagues aussi qu'on a vues pendant le film qui se passent vraiment au second plan, ce qui apporte aussi une certaine profondeur, parce que ça veut dire que le film est tout le temps actif, il ne s'arrête jamais.
Et donc à la fois ça peut freiner le spectateur parce que justement ça se pose jamais, mais de l'autre côté ça permet d'avoir une dynamique vraiment folle et de se dire que voilà, mais de bout en bout vous allez être entraîné avec moi et vous n'allez pas rester juste assis sur votre fauteuil, vous allez participer avec moi avec le film. Et c'est ça qui rend le film aussi attractif, parce que toutes ces références là, ça va parler à beaucoup de monde en fait. Et ce qui est pas mal aussi au niveau de la mise en scène, notamment je trouve plus dans la première partie, c'est qu'il y a quand même une sorte de brisage du quatrième mur, notamment dans notamment dans la première scène, en fait, où donc la première victime, on a l'impression qu'elle est filmée comme dans un vlog YouTube. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça vient vraiment chercher aussi un peu une culture, une manière dont les jeunes finalement se filment, se mettent en scène à l'époque actuelle. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de se filmer pour un vlog, alors qu'en fait il n'y a pas de caméra. Donc finalement c'est comme si nous on était en train de regarder une vidéo YouTube et on n'était plus vraiment devant un film. Et même après l'utilisation des textos entre les adolescents, encore une fois on utilise vraiment le langage des ados pour intégrer dans cette grammaire finalement du film. Et je trouve que en effet on a l'impression un petit peu de participer en fait à ce groupe d'amis, on a l'impression d'être plus intégré peut-être. Également l'aspect méta, puisque ils s'amusent à citer, on parlait de Torque, on parlait peut-être, à un moment ils ont parlé de Scream, il y a des slashers dans un slasher, dans un slasher, dans un slasher. À un moment donné, en fait, finalement, on est dans Scream 4. Il y a même des dialogues qui sont extraits de d'autres films. Oui, non, mais tout à fait. Donc, comme tu disais, on est vraiment tout le temps alerte, et c'est compliqué de s'ennuyer si vraiment on a cette culture-là, parce qu'on peut vraiment s'amuser. En fait, on peut même limite faire des jeux d'alcool, si chaque fois qu'on perçoit un petit... à chaque fois qu'il y a une référence, tu bois un shot. Ouais, non, à ne pas faire chez soi, je crois. Alors, 2 questions provocatrices, parce que je suis là aussi pour ça. Ne craignez-vous pas que toutes ces private jokes finissent à un moment par créer une distance avec celui ou celle qui n'est pas forcément cinéphile? Ne craignez-vous pas cela? Et deuxième question, dans ce trop-plein de références, à un moment ou à un autre, on a envie de chercher, de trouver ou de retrouver, je ne sais pas, lui, Joseph Kahn, lui dans tout ça. Je pense que vers la fin, on le retrouve nettement plus qu'au début. Donc voilà, donc 2 questions, les private jokes, et puis finalement, où on peut identifier le style de Joseph Kahn dans ce film. En fait, par rapport aux private jokes, je peux comprendre que le film ait du mal à trouver son public, en effet, parce qu'en fait, il parle à 2 types de publics différents. Il va parler d'abord aux adolescents de maintenant, je pense, puisque, voilà, de par son côté teen, etc. Même, je veux dire, au niveau de son esthétique, c'est vraiment une esthétique pure des années 2000-2010, dans tout ce qu'il a, parfois même un petit peu de vulgos. Et aussi, il parle énormément aux adolescents des années 90. Donc c'est vrai que peut-être que... les ados de maintenant n'ont pas forcément les références des ados de 90. Moi, il y a des références, par exemple, que j'ai pas. On cite des noms à un moment donné de beaux mecs. Enfin, voilà. Yon, elle est intéressée par des personnes, elle en parle. Moi, je vois pas forcément à chaque fois les références. Donc, on a 2 types de publics. Maintenant, c'est un petit peu comme chaque film. Je pense qu'il y a plein de films en fait qui peuvent se voir de plusieurs façons, qui peuvent se voir juste parce qu'on aime bien le moment, on aime bien ce qu'on est en train de nous présenter, on s'amuse bien sans forcément avoir les références, et on peut regarder le film en les ayant et en vivant un deuxième moment. Il y a plein de longs métrages où on absorbe, on voit les choses de différentes manières. En fait, il y a aussi une question. Je vais faire un petit peu de la philosophie de comptoir, mais est-ce qu'un film doit forcément s'adresser à tout le monde ? C'est-à-dire que est-ce que un film a pour but de s'adresser à un maximum de personnes et d'être vu par le plus grand nombre ? Je pense qu'à la fois oui et non, dans le sens où je pense qu'un réalisateur veut quand même que son film soit vu et soit aussi, pas forcément compris, mais en tout cas, soit réceptionné par le public qu'il va viser. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il n'a pas envie que son film soit détourné de son sujet, parce que des personnes qui ne sont pas forcément réceptifs à ce genre de film, hermétiques à ce genre, vont potentiellement totalement changer le sens de ce film. Parce qu'en soi, dès qu'un film est diffusé, on parle souvent qu'il y a un autre film qui s'écrit, c'est avec la réception du public. Donc est-ce que Joseph Kahn, avec toutes ses private jokes, il faut se dire « Ok, je veux parler vraiment à une petite niche », c'est notre délire à nous, c'est notre film à nous, voilà, on va en profiter tous ensemble. Je pourrais pas parler à sa place, mais je pense que le plus important avec ça, c'est que le réalisateur a voulu assumer ce parti pris et de se dire que voilà, j'y vais jusqu'au bout,
Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais le plus important, c'est que à la fois, moi, je profite de mon film et que si les gens sont réceptifs à ça, ça fera une petite bulle, une petite pépite qui, justement, comme aujourd'hui, a une petite fanbase qui commence un petit peu à de plus en plus monter, j'ai l'impression. Donc ouais, je pense que c'est important de se dire que tout dépend de l'attention du réal, mais le plus important, c'est de se dire que voilà, il faut pas non plus penser que tout film doit être vu par tout le monde ou compris par tout le monde, je pense. Oui, et puis Detention, c'est aussi comme tu disais, ça a vraiment atteint un statut de culte quand même pour une bonne grosse fanbase, notamment parce qu'il a fait la tournée de pas mal de festivals. Et je trouve que c'est clairement un film de festival. Hein. C'est un film... dans les festivals de cinéma, il y a quand même, notamment les festivals de genre, il y a quand même beaucoup de geeks. C'est les gens qui ont les références ici. Donc c'est un film de niche, en quelque sorte. Oui, peut-être, mais qui peut quand même amuser pas mal de gens. Parce que par exemple, les références, même la musique, en fait, même la musique, quand on vient chercher la musique des années 2000, on connaît. Quand on va chercher la musique des années 90, on connaît, on parle de Dirty Dancing, comme je disais, encore Matrix, La Mouche. Enfin, ça, c'est pas des films de niche, ça, c'est des films que le grand public peut quand même facilement identifier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il convoque la figure extrême tutélaire de Scream. Mais ce qui était passionnant dans Scream, c'est que Wes Craven était dans une forme de déconstruction de son propre cinéma. Et donc, ça donnait autre chose. Et moi, je me pose la question, si tant est, il y a des constructions dans ce film, mais pour moi, il y en a, ce serait sur quel aspect, cette déconstruction ? Moi, j'ai une petite idée, après, on peut en parler, si vous voulez. Moi, je pense déjà qu'il faut remettre le film dans son contexte, c'est-à-dire que le film est sorti en 2011, et vraiment, à cette période-là, il y avait une certaine résurgence de certaines icônes du cinéma d'horreur. On avait le remake de Vendredi 13 qui est sorti, on a aussi le film de Freddy, pareil, un reboot qui est sorti en 2010, et Scream 4 sort la même année. Donc je pense que à la fois il y avait ce côté soit nostalgique, soit purement industriel du cinéma d'horreur où on disait que voilà, peut-être que le cinéma d'horreur traverse une passe un peu difficile, donc on va essayer de revenir à des icônes du cinéma pour essayer de faire remonter un petit peu ce cinéma de genre. Et on a également avec Scream 4 où Wes Craven revient pour encore plus déconstructurer ce qu'il a fait. Et ensuite Détention, donc on a Détention parmi tout ça, et Détention qui est un slasher de base, mais qui part sur presque 14 films différents. Donc est-ce qu'il y a cette logique aussi de vouloir s'émanciper de tout ça et de se dire que c'est plus un film de Joseph Kahn qu'un film d'horreur ? Il y a de ça aussi, quoi, je pense. Oui, et là on est vraiment dans le registre de la parodie, en fait, finalement. On pourrait... Il était Scream aussi. Voilà, à moindre... plus ou moins, mais on pourrait plus le... Moi, je le rapprocherais plus d'un Scary Movie, par exemple, au niveau parodique. Parce que là, vraiment, il se moque, là où je trouve que Scream n'est pas dans forcément la moquerie. Parodie n'est pas une moquerie. Hein, ouais, mais là, il y a quand même un petit côté, on se fout quand même bien de la gueule. Je veux dire, voilà, le personnage de Cendrillon, enfin, c'est pas un... Non, mais je veux dire, c'est pas un antagoniste qui, spécialement, a de la classe. On va se moquer aussi parce que tu parlais de l'époque du cinéma d'horreur. On est aussi en plein dans le torture porn. Enfin, on est un peu au moment du torture porn. Il fait vraiment, par exemple, référence à Saw, oui, justement, avec ces scènes-là. Donc, je pense qu'il cite aussi plein de films il en fait référence à travers une salle de cinéma. Ouais. C'est ça qui est encore plus méta pour le coup. Ouais, et on parlait de Scream 4, et il y a vraiment cette scène justement où il y a un film dans un film, c'est l'ouverture de Scream 4 en fait. Alors je sais pas lequel s'est inspiré duquel, mais il y a dû avoir à un moment donné quand même connivence entre les deux. Non. Surtout, j'allais dire que je pense aussi que Détention, c'est un petit peu dans une phase de transition aussi du cinéma d'horreur, parce que pendant qu'on en parlait pour faire les recherches, mais c'est vrai que 2011-2012, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois périodes, c'est-à-dire qu'il y a le cinéma d'horreur des années 90-2000, donc qui réfléchissait un petit peu le genre, mais à la fin des années 2000, on essaie de revenir à un cinéma, je dirais pas pur, mais peut-être plus horrifique, et donc justement tous ces remakes et ces reboots. Ensuite, il y a Détention au milieu, et après, on part sur le genre, alors j'aime pas l'expression, mais le côté elevated horror, où là, les gens se sont dit, ouais, on peut faire des films d'auteur et des films d'horreur intelligents, ce qui, pour moi, n'est pas forcément logique, parce qu'en soit, tous les films d'horreur ont été intelligents auparavant. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la transition entre les deux, c'est-à-dire que tu as des auteurs qui s'approprient le genre horrifique pour l'utiliser à des fins purement artistiques ou plus élevées. Enfin, j'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment le moment où Détention s'inscrit, c'est-à-dire que c'est la transition, on va partir sur un cinéma d'horreur plus différent, plus moderne, donc post-moderne justement, que le côté néo-slasher.
Et voilà. Et par rapport au slasher, comme tu le disais aussi avant, là c'est une période où finalement le genre est plus vraiment à la mode. On tombe dans les vieux remakes n'ont pas du tout marché. Donc autant utiliser finalement la comédie horrifique qui par contre à l'époque cartonne quand même pas mal. Et finalement après des slashers qui ont vraiment qui rendent un peu leur lettre de noblesse au genre, il n'y en a pas des masses, on part plus vers de la comédie ou alors vers des films à concept. Après vont arriver tous les Happy Birthday, là récemment on a les Totally Killer, on a, j'ai encore oublié un nom, mais on est dans des films à concept qui sont retrouvés là-dedans, bizarrement en fait. Donc c'est comme s'il était un peu précurseur de plein de films qui vont arriver. On parle du body swap, j'ai oublié le nom, mais récemment il y a eu un film, il y a eu un slasher body swap. On parle de la boucle temporelle ou du retournement dans le temps, on a Happy Birthday par la suite. Donc voilà, c'est assez intéressant qu'en fait ils mettent plein de choses qui après vont quand même arriver dans le genre plus tard. Bon, je n'aurai d'autres questions, mais voilà. Si vous avez, vous, des questions, des contradictions, je ne sais quoi. Merci. Question toute simple, il est devenu quoi, Joseph Kahn, depuis parce que j'ai pas entendu parler de films qu'il aurait réalisé après. Il a réalisé un film en 2018, je crois. Bodied. Et donc justement on parlait de son style, donc vu qu'il aime tellement la musique et notamment la musique plutôt street, non, je veux dire même plutôt le rap, le hip-hop, etc. Il a réalisé Bodied, qui est un putain de film sur l'univers du slam. Donc ouais. Alors par contre pas du tout la même esthétique. Là vraiment c'est quelque chose d'un peu plus, je veux dire un peu plus posé, un peu plus classique. Mais vraiment si on aime la musique, il faut, et notamment le slam, la musique hip-hop, etc. Il faut regarder Bodied, quoi. Oui, bah moi j'ai ni aimé ni pas aimé en fait, donc c'est pas la vie tranchée que. Tu fais partie des 30%. Ah bah. Donc j'apprécie le côté clipesque. En fait, c'est plus la forme qui m'a intéressé. Et le fond, je trouve que ça se noie trop dans. C'est multi-référentiel, donc c'est sympa en fait de le voir comme ça. Je pense pour des gens justement qui ont les références. Donc bien sûr, j'en avais. La plupart, on va dire, mais c'est pas un genre de film que j'aurais envie de revoir, qu'il y aurait des choses plus profondes. Enfin, comme disait Samir tout à l'heure, en fait, le réalisateur, l'auteur derrière, on se demande un peu ce qu'il y a derrière. Enfin. Oui, il n'y a pas forcément un message, quoi. C'est pas un film d'une profondeur très importante à ce niveau-là. Oui, c'est divertissant, voilà. Mais après, voilà, tu vois, pour rebondir à ce que tu dis, c'est que je suis en train justement de réfléchir un petit peu à tout ça. Là, pareil, ça se trouve, c'est totalement débile ce que je vais dire, mais est-ce que justement, il faut trouver forcément un sens à Détention, tu vois, ou à tous les films du monde? Si ça se trouve, Joseph Kahn, il s'est dit, ok, je vais financer ce film à 2,5 millions. J'ai carte blanche, vas-y, je me fais plaisir. Et si ça se trouve, il a juste voulu mettre tout ce qu'il aime dans le cinéma pour que ça puisse se rassembler, tu vois. Donc, le fait aussi qu'on puisse ne pas adhérer ou être vraiment entre les deux, ça peut s'expliquer aussi par ça, tu vois. Parce que ça peut être un délire, comme ça peut être quelque chose de ultra réfléchi, mais encore une fois, je pense qu'il y a besoin de le voir plusieurs fois pour comprendre. Ouais, effectivement, je pense que c'est aussi une question de mood. Si on a envie de voir ce genre de film, c'est parfait. Après, enfin voilà, c'est le contexte, c'est l'environnement. Je pense comme tu disais pour tout à l'heure, avec des potes comme ça, avec de l'alcool, ça passe mieux. Je pense que voilà. Maintenant, en termes de, c'est pas du tout en termes de message, mais par contre, moi j'aime encore bien à chaque fois analyser les teen movies et les slashers, mais les deux au regard aussi de leur époque. En fait, finalement, qu'est-ce que ça raconte sur les jeunes de l'époque? Quel regard? Est-ce que c'est un regard plutôt malveillant? Est-ce que c'est un regard plutôt bienveillant? Et je trouve que dans ce film, il y a quand même un regard assez bienveillant sur la jeunesse. Ce qu'il n'y a pas toujours dans le cinéma d'horreur. Parfois, juste on traite les jeunes comme un peu de la chair à saucisse, ou comme dans Scream où on voit plutôt le côté malveillant finalement de la jeunesse. Là, je trouve qu'on est un petit peu dans un entre-deux. Il y a quand même ce côté, voilà, les jeunes, malgré les clichés, parce qu'on retrouve des clichés, mais ils ont plus que ça finalement. Ils ont chaque fois une identité, une histoire propre. On explique pourquoi ils en sont arrivés là, même finalement le méchant, enfin celui qui est la grosse brute, on explique en fait son background. On montre aussi qu'ils sont un peu parfois contre les personnes plus âgées en ayant un regard sur le racisme, parfois sur le féminisme. Donc
pour moi, voilà, c'est aussi un film assez moderne, je vais dire, sur la jeunesse actuelle, qui renvoie un regard, voilà, pas déconnant en tout cas là-dessus. Après aussi, excuse-moi, pardon. Ce qui est aussi ultra pertinent dans le film, c'est que les ados sont des ados. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas 29 ans pour jouer des gamins de 13 ans, donc déjà ça joue un petit peu. C'est-à-dire qu'on est vraiment des adolescents dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que c'est un film qui parle d'adolescents, mais qui met en avant des vrais adolescents, et ça permet d'être beaucoup plus réceptif aussi. Pardon. Oui. Non, je trouve que c'est vrai que je relativise donc mon avis par rapport au fait que c'est vrai que c'est intéressant si on voit le point de vue d'une photographie culturelle de l'époque à travers le prisme de la jeunesse. C'est vrai que quelqu'un qui n'aurait pas justement connu l'époque, c'est une prise de température je trouve intéressante. Comme je disais, une photographie peut-être du cinéma et aussi de la, j'ai envie de dire peut-être que c'est pousser le bouchon loin, mais un peu la sociologie, si vous voulez, de la jeunesse américaine, à travers le cinéma, la culture, que ce soit musicale aussi, comme vous l'avez cité. Voilà. Oui, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est un documentaire sur son époque, mais en tout cas, c'est un instant T qui montre vraiment qu'est-ce que c'est d'être jeune finalement dans les années 2000 et aussi un peu dans les années 90 du coup. Mais dans ce film, chaque personnage, étrangement, existe parce qu'il est lié à un film. Et ça, c'est très intriguant. Ça voudrait dire que aucun des personnages dans ce film n'a vraiment eu une vie, c'est-à-dire un quotidien, des moments d'ennui. Non. Ils existent parce qu'il y a eu un film qui a existé avant. Et on est vraiment dans quelque chose de... Est-ce qu'on pourrait dire, là encore c'est provocateur de ma part, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de mash-up ? C'est pas un mot obscène pour moi, que je respecte beaucoup. Est-ce que ça serait une forme de mash-up cinéphile ? Mais là, pour le coup, avec une narration, une production, tout ça, avec des... Voilà. Oui, maintenant le terme mashup, ça fait un peu quand même gloubi-boulga, il n'y a pas forcément de scénario. Là, il y a quand même une histoire qui est construite autour, en effet, peut-être de tous ces films qu'on vient assembler. Parce que mashup, parfois, ça fait un peu coller comme ça à la truelle. Là où j'ai envie de dire qu'il y a plus des inspirations. Mais oui, tu as raison, il y avait quand même des... Oui, mais j'avais pas pensé que chaque personnage représentait peut-être un film, donc là, c'est assez intéressant. Il y a un plan qui est extraordinaire dans ce film. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord quand vous parlez, quand tu dis est-ce qu'il faudrait qu'il y ait... Moi, je pense que tous les films au monde, même Torque, disent quelque chose, et de l'auteur, même aussi de la société. C'est quand le personnage qui, lui, existe parce que la mouche a existé, de Cronenberg, essaye donc de se battre contre ce méchant, et puis il n'y arrive plus parce qu'il est il est piégé par la télévision. Alors, dire, c'est un plan quand même qui dit je pense que ça dit quand même quelque chose. Donc, et là, j'ai l'impression que c'est à partir de là où je commence moi à voir la couleur, l'identité de Joseph Kahn. C'est à partir de ce moment-là, alors qu'il vient du clip à la base. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça aussi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce plan est très frappant en tout cas. Oui, la télévision, et comme je dis, le premier personnage ici qui se fait tuer parce qu'elle est comme si elle faisait une vidéo YouTube. Donc, en effet, mais c'est pas mal. Et même par rapport à la publicité, en fait, de montrer parfois, je dis pas qu'ils montrent des marques, mais ils sont à fond dans la société quand même de consommation. Ils parlent tout le temps de leurs fringues. Mais après, ça, Chaplin le faisait déjà dans Un roi à New York. Je veux dire, c'est pas un truc qui est lié. Non, voilà. Bien sûr, mais il y a quand même chaque fois cette jeunesse qui est quand même ancrée à cause de ce qu'ils consomment, etc. Et surtout de ce qui renvoie en fait de l'image, parce que c'est vraiment un film qui est aussi basé sur l'image. Je suis cool parce que je te cite telle référence. Je suis cool parce que je porte tel vêtement. Chacun s'identifie. Même les flics à un moment donné qui disent oui, moi je suis fan d'Iron Man mais ça veut dire que ça lui donne quand même une personnalité d'être fan de quelque chose en fait. C'est comme si on construisait notre identité en fonction des références qu'on a et qu'on balance en mode voilà, moi j'aime Iron Man, moi je suis cool. En fait. Moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit globalement sur le film que je confesse ne pas aimer du tout, mais je vais mettre ça de côté pour l'analyse. Mais je trouve moi que c'est un film qui est super angoissant et qui est beaucoup plus sombre que ce qu'on pourrait penser. J'ai vraiment le sentiment, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais que le film est réalisé par un mec qui est en pleine crise de nerfs, quoi. Que vraiment ça va pas. Et je pense que
potentiellement, j'y vois les stigmates de la fabrication catastrophique de Thor, qui a été une désillusion quand même. Donc, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais moi, pour le coup, c'est un film que je trouve pas si lumineux, jovial que ça, en fait. Il y a un fond qui m'inquiète un peu. Et qu'est-ce qui te fait dire ça concrètement? Est-ce qu'il y a des éléments... La surcharge permanente du film, le côté extrêmement nerveux. Enfin, parfois, j'ai l'impression que le film a été monté par quelqu'un qui est en crise obsessionnelle. Tout va trop vite. Il y a des parcours de personnages qui sont pas incohérents, mais qui sont extrêmement difficiles à suivre parce qu'on passe d'une info à l'autre très très vite. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'une espèce de crise obsessionnelle de ok, j'aurais peut-être pas la chance de faire un 3e film, il faut que je mette tout dans celui-là. Et ouais, c'est un film un peu névrosé, je trouve. Je l'ai pas ressenti comme ça, mais effectivement, je peux comprendre. Après, quand tu vois Thor, effectivement, pareil, Thor qui avait des effets de mise en scène. Alors, est-ce que c'était de Joseph Kahn ou est-ce que c'était les producteurs qui voulait justement faire Fast and Furious version moto, donc on se dit est-ce que ça vient de lui ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand tu vois tous les effets qu'il met dans le film, est-ce que, comme tu dis, ça vient de vas-y, je mets tout parce que j'ai plus aucune chance derrière, ou parce qu'il se sert de son expérience sur les clips après plus de 20 ans de clips et il se dit ok, je vais voir par rapport à tout ce que m'a pu apporter la génération MTV, la génération des clips que j'ai pu faire, je sais pas, mais ce que je dis juste c'est que étrangement, comment j'ai ressenti le film, j'ai trouvé ça, ce bordel, ce chaos avait un certain sens. Que c'était, ça se noyait dans plein de choses, mais on pouvait trouver justement une coordination par rapport à tout ça. Et c'est ce qui rendait le film, à mes yeux, plus... Au départ, j'avais du mal, honnêtement. Quand j'ai regardé la première fois du film, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, parce qu'il y avait trop d'effets. Mais au final, au fur et à mesure, je trouve que ça s'est déjà un peu calmé en termes de rythme. Et ensuite, on trouve du sens dans tout ça, et au final, moi, c'est comme ça que le film m'a happé, quoi. Mais je pense que là, c'est surtout une question aussi plus personnelle par rapport à ça, quoi. Parce que vu que moi, je suis un peu peut-être plus grand public, je ne sais pas, mais je sais que moi, dans tout ce bordel-là, j'ai trouvé du sens. Maintenant, c'est vrai qu'on dirait quand même un peu un film de bipolaire qui est en phase maniaque. C'est assez vrai. Même comme tu dis, dans le montage, etc., dans les thématiques. Et je me demande en effet si Joseph Kahn se représente pas comme le mec qui fait la bombe et qui veut faire péter la planète avec ce film. C'est possible. C'est possible. C'est drôle, du coup, je réponds et rebondis à ce qu'a dit Alexis aussi. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans un slasher teenage d'avoir une héroïne qui n'arrive pas à se caractériser. C'est-à-dire qu'elle ne se caractérise jamais par rien, à part en des moins, genre du négatif. C'est-à-dire qu'elle a une jambe en moins, elle a une amie en moins, elle a un père alcoolique, elle est vraiment caractérisée que par du négatif, et elle est l'opposé de la final girl badass, et elle n'arrive même pas à être vierge. En fait, il y a ça, il y a toujours ce truc de même ça, elle l'est pas. Et là où c'est parodié, par exemple, dans d'autres films méta, comme Cabin in the Woods, ou même dans Scream 4, il y a ce truc qui est très paradoxal. Moi, si j'imagine, en tout cas, si on va sur le flux de pensée d'Alexis, que lui il se représente un peu comme elle, à savoir genre noyé dans toutes ces influences. En fait, chaque personnage représente une influence du cinéma, et lui il les regarde et il les voit tourner autour de lui, et lui techniquement il vient d'un échec. Donc potentiellement on peut le voir aussi comme elle, cette représentation de lui au milieu de ce monde qui va trop vite, de gens qui sont hyper productifs, parce que tous les autres font des trucs, hein, sauf elle. Et elle tente d'exister, elle tente d'être l'héroïne de son propre film, et même là, ça met très très longtemps à arriver. Il est à l'antipode de l'écriture classique d'un slasher, et c'est pour ça que, genre, pourquoi pas, c'est un axe de lecture qui est assez intéressant au final, de le voir comme un film de névrosé. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, 2 questions, spéculation. D'abord par rapport au titre, Détention, parce que finalement, il reste pas très longtemps dans le film en col. Et je me demande s'il n'y a pas un sens justement plus méta au titre du film, outre la référence au Breakfast Club. Mais est-ce que justement le film n'est pas à la colle, en retenue par rapport à ses propres références, et ne peut pas en sortir? Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, alors au-delà des références, il y a les références filmiques effectivement qui sont à longueur de temps, parfois trop effectivement. Mais il y a des références, quelque chose qui m'a intéressé, c'est des références plus temporelles, par rapport à la musique, par rapport à la mode. Voilà, et je trouve que c'est assez bien fait dans le film, justement, les différentes façons de pouvoir justement passer en revue finalement l'évolution
dans le temps de ces différentes modes sur les 20 dernières années, en 92 à 2011. Et je trouve que c'est un élément intéressant du film, comment justement montrer comment les jeunes évoluaient de cette façon-là. Oui. Non, tout à fait. C'est vrai que quand on parlait justement un peu du regard un peu sociologique sur la jeunesse, justement cette scène qui tourne et où on voit à chaque fois les différentes années, c'est assez intéressant à ce niveau-là de voir du look. Et je pense que ça crée aussi chez nous un côté nostalgique, hein, qu'on à n'importe quel âge finalement, parce que moi aussi quand je voyais des musiques ou des styles des années même 2008 ou 2003, d'office ça vient susciter chez moi la petite ado qui avait envie de ressembler à ça, donc oui. Et pour le côté Detention, ouais, peut-être en effet des gens qui sont peut-être bloqués dans certains archétypes, certaines choses qu'on leur impose, un regard peut-être aussi que les adultes finalement leur imposent, notamment via le proviseur qui a un regard très négatif sur chacun d'entre eux, parce que pendant tout le film on leur dit tu réussiras jamais, tu feras jamais rien de ta vie. Là carrément quand il les met en detention ils disent vous allez rien faire de votre vie en fait. Et du coup, si on reprend le parallèle avec Joseph Kahn, peut-être que ce côté justement, quand il est parti d'Hollywood et qu'on a dû peut-être lui dire, ça se trouve, tu feras jamais rien de ta vie, ou les critiques, t'as fait Torque, tu feras jamais rien d'autre de ta vie. Donc on pourrait dire que lui-même pourrait être dans ce côté Detention où les adultes lui disent, ce que tu fais c'est de la merde et tu feras jamais rien de bien. Bah écoutez, je vous invite à poursuivre cette conversation, peut-être dehors. En tout cas, voilà, c'était un plaisir et de voir ce film. Merci pour la proposition, merci Quentin, merci Marine de vous être déplacée. Je vous remercie pour votre générosité par rapport à tout ça aussi. Merci beaucoup, merci pour la qualité des interventions. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve à 13h30 pour voir le film Her de Spike Jonze. Film choisi par l'équipe de Réaliser sans trucage. Il y a une partie de l'équipe qui est là. Et voilà, donc prenez le temps de bien déjeuner. On se retrouve dans 1h et quart. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste me permettre, merci. Oui, bien sûr. Parce que j'aime bien de laisser des petites références à la fin. Si vous n'avez pas apprécié, enfin non, si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié mais vous avez envie de voir autre chose, dans le style méta, moi je vous conseille vraiment un film qui s'appelle Final Girl, où là on va aussi dans un peu de la parodie, voilà, slasher méta, mais plus par rapport au slasher des années 70. Donc franchement c'est trop bien. Et moi, comme je dis, le film m'a fait penser à Kaboom, aussi dans ce côté un peu fucked up, mélange de plein de choses et fin du monde. Donc pareil, si vous avez envie d'aller plus loin, voir si là vous allez supporter ce que vous allez voir, n'hésitez pas. Voilà. C'est dit et c'est enregistré. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.